Bon, je commence la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais reprendre donc, la partie sur les équations de Maxwell. Donc, 3,2, champ électromagnétique à la surface de séparation entre deux milieux. Donc, on considère deux milieux matériels, un isolant, un conducteur, ou bien deux isolants, ou bien un isolant et le vide, ou bien un isolant et l'air. Avec une surface commune grand S, qui peut contenir une densité surfacique sigma de charge libre et une densité surfacique JS de courant libre. Les équations de Maxwell, Faraday, rotationnelle de E est égal à moins dB sur dt et de conservation de flux magnétique, divergence de B égale à 0. Elles ont la même expression dans le vide et dans les milieux matériels. On obtient alors les mêmes relations que pour le vide entre les champs électromagnétiques de part et d'autre de la surface. C'est-à-dire, on obtient la continuité de la composante tangentielle du champ électrique et la continuité de la composante normale du champ magnétique. Alors, pour la continuité de la composante tangentielle du champ électrique, on a la circulation de E sur un contour fermé rectangulaire ABCD, en appliquant la loi de Faraday. Donc, le contour ici, il est dans le plan OY-OZ. C'est un plan qui est perpendiculaire au dioptre qui sépare les deux milieux, c'est-à-dire ici, vous avez le plan tangent OX-OY avec les champs électriques de part et d'autre, E1 dans le milieu 1, E2 dans le milieu 2. Donc, la loi de Faraday ici, elle dit que la force électromotrice générée par le contour, sur le contour, elle est égale à moins le flux du champ magnétique à travers ce contour. Donc, si on exprime la circulation du champ électrique, qui est la force électromotrice ici, à travers ce contour, on va trouver quatre termes. Donc, la circulation du champ E1 sur la portion CD, qui est égale ici à E1 scalaire CD. La circulation du champ E2 sur la portion AB, E2 scalaire AB, et les autres circulations sur les portions BC et CD, et DA, pardon. Donc ça, c'est égal à moins le flux, la dérivée par rapport au temps de flux du champ magnétique B, qui s'exprime par la double intégrale de BDS. Alors, bien entendu, pour chercher la continuité, les portions DA et BC vont tendre vers la surface Alors, il faut vérifier donc que les termes ne tendent pas vers l'infini, donc ils sont bornés. Monsieur. Oui.
فما مشكل في الابليكاسيون ما نجمين ندخل نقرا ولا على ما نجمناش نشوف. اي انا توا بيدي لقيت مشكله من الاول. طفيت الاورديناتور وعاودت شعلته باش نجمت ندخل. نجم البارح حتى البارح ما نجمناش نقرا. اي دو توت فاسون هو انريجستري توا هدايا، دونك اصحابك توا كي ينجموا يدخلوا توا يكملوا يتبعوا، سينو عندهم لونجسترمون باش يتبعوا بيه. عندهم ماهوش باهي، هو بطبيعتنا باش نرجعو نقراو جمعتين، نجمو في جمعتين هذوك نكملو نقراو الكور متاعنا. لا 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 مش معناها دو توت فاسون هذوما سو سون دي سيونس اوبليغاتوار كي باش ترجعوا من بعد باش تقراو لا سويت سي با. باش نرجعو بعد نورمالمون ولا تفسروا لنا اللي قريناه اون ليني خاطر ماهوش مفهوم كوم الفو. ما نعرفش هذه سي افوار افيك لو كونساي سيونتيفيك. توت فاسون انا نكمل السيونس نتاعي نتاع اليوم ومن بعد ما نشوف معناها شنو باش يقولوا هما الكونساي سيونتيفيك. داكور توت فاسون اليوم باش نكمل انا باش نعمل لي سيونس نتاعي. سي لو شابيتر 3 سي جوست لو شابيتر 3 خاطر انتم عندكم شابيتر 4 كان باش ترجعوا من بعد معناها اون فا تيرميني éventuellement sur ce chapitre mais on va passer au dernier chapitre. شابيتر 4 داخل في الاكزامان. مي داخل اللي باش تقراه باش يكون داخل في الاكزامان بيان سور. فما برشا بروفيت معناها باقي نقراو نحنا مشكلة عندك انت كهو وقالوا لنا برشا عليكم اون بلوس يراعوا لنا معناها في الظروف هذه والكل. اي توا ماهوش وقته توا كي ترجعوا من بعد تو نشوفوا وقتاش باش يقف الكور فهمت. توا اليوم ماهيش وقته توا اون ليني بو با معناها ديسكوتي. جو تيرمين لي سيونس نتاعي اليوم اون اتوندون باش نشوف شنيا معناها باش تتوضح الامور خاطر عندكم دي اس راهو ما عديتوش راهو باش ترجعوا تعديو دي اس دونك vous n'allez pas avoir beaucoup de temps معناها سي en 2 semaines vous n'allez pas faire grand chose فهمت. عندكم دي اس باش تعديو صافي اون سيونس معناها فما دي تي دي فما دي زيكزارسيس بوتيتر كوريجي باغ لا سويت اون ديتاي اون كلاس دونك سي با معناها. نشوف في الجمعتين هذوكم نخدمو كان اكزارسيسات باش نفهمو الكور بالباهي. اي توا كان باش ترجعوا انتم بعد العيد باش تزيدوا تفهموا الكور ولي زيكزارسيس خاطر لي زيكزارسيس سا دوموند دو تون بور لا كومبريونسيون فهمت. انا de façon حطيت لكم راهو لي سيري 3 و 4 محطوطين في السيت donc vous pouvez le regarder mais il faut voir le cours avant il faut voir ce chapitre là déjà قبل باش نجموا تخدموا les exercices. Ben je poursuis donc اصحابك كان ينجموا يدخلوا sinon عندهم l'enregistrement c'est pas mal. Donc si on regarde donc le flux la dérivée du flux de B par rapport au temps, donc ce terme-là, il est borné, bien entendu, puisque vous avez ds ici, c'est la surface, l'intégration sur la surface du rectangle. Donc vous avez un côté AB et l'autre côté, il va tendre vers 0. Hein, vous avez le epsilon ici, max. C'est-à-dire qu'il va tendre vers 0. Et la dérivée de B par rapport au temps, c'est un élément qui est le champ magnétique qui est variable au cours du temps. Donc, c'est une variation sinusoïdale. Donc, elle va être bornée et sa dérivée aussi va être bornée. Alors, pour les autres termes, donc, il y a عش سكر الميكرو نتاعك خاطر هنا يعمل لك في بارازيت هاد ما نسيت. Ben, pour les autres termes, donc la circulation sur la portion BC, la même chose. Donc vous avez ici BC qui tend vers 0, donc qui tend vers la surface. Donc, c'est inférieur à epsilon, la valeur max de E. Là aussi, bon, la valeur max de E, elle reste bornée, puisque l'apparition est sinusoïdale. Et l'autre terme aussi, donc sur la portion dA, inférieur à une valeur epsilon,
fois la valeur max de E. Donc, ces deux termes-là, ils vont être négligeables devant les autres termes. Donc, ce sont des termes infiniment petits d'ordre 1. Donc, il va rester ici E1 scalaire CD plus E2 scalaire AB égale à 0. C'est-à-dire, si on voit bien ici que CD est égal à AB, donc on va obtenir ici, plutôt CD est égal à moins AB, on obtient E2 moins E1 scalaire AB est égal à 0. Alors, donc la composante tangentielle de E est continue. Donc on obtient la continuité ici. On exprime ici, bien sûr, le produit scalaire ici, AB. Donc ça va vous donner la composante tangentielle, puisque AB ici, il est tangent à la surface. Ensuite, on passe à la discontinuité de la composante normale. Donc, on considère une surface cylindrique S de section droite circulaire, centrée au milieu sur la surface chargée. Alors, le théorème de Gauss appliqué sur cette surface. Donc, il s'exprime ainsi, donc, ce théorème de Gauss, le flux de D sur la surface de Gauss, qui est un cylindre, est égal à la somme des charges intérieures libres. Donc, je représente ici la surface de Gauss. Donc, c'est une surface cylindrique qui a une moitié dans le milieu 1 et l'autre moitié dans le milieu 2. Donc, vous avez DS1 ici dans le milieu 1, avec la normale orientée vers le haut, DS2 dans le milieu 2, avec la normale orientée vers le bas. Donc, ce sont des normales sortantes par rapport à la surface. Et l'intersection du cylindre avec le plan qui sépare les deux milieux, il s'exprime par ds. Vous avez la surface latérale S indice L. Et dans le milieu A, vous avez le déplacement électrique D1, et dans le milieu 2, le déplacement électrique D2. Donc j'applique donc ici, je calcule le flux de D à travers cette surface, j'obtiens trois termes, D1 scalaire S1 plus D2 scalaire S2, plus le flux de D à travers la surface latérale SL. Donc le terme intégral double de D scalaire DSL. Donc c'est égal aux charges intérieures. Donc les charges intérieures ici, c'est obtenu par le produit entre la densité de charge sigma qui se trouve sur la surface multiplié par la surface S d'intersection du cylindre avec le plan qui sépare les deux milieux. Alors, comme les surfaces de base sont égaux, ds1 est égal à ds2 est égal à ds, ou bien s1 est égal à s2 est égal à s. Donc, on va avoir une simplification par s, bien par ds. D'un autre côté, le flux à travers la surface latérale, négligeable, si la hauteur du cylindre est très faible. Donc, comme on cherche ici une continuité, donc la hauteur du cylindre, ici, va tendre vers 0 lorsque on tend vers la surface de séparation. Donc, H tend vers 0. Et la surface latérale, elle va tendre vers 0 aussi. Donc, on obtient finalement ici les deux produits scalaires D1, S1, ça donne D1N, la composante normale suivant la normale aux surfaces.
Et D2S2, ça donne D2N fois S. Ensuite, on simplifie par S. Donc, finalement, on obtient D2N moins D1N. La différence ici, puisque les surfaces sont orientées opposées. Donc, la différence entre le déplacement dans le milieu 2 et le milieu 1, qui s'exprime ici en fonction du champ électrique, epsilon 2 fois le champ électrique dans le milieu 2 normal, moins epsilon 1 fois le composante normale du champ électrique dans le milieu 1, qui est égal à la densité de charge éventuelle sigma. Donc ça exprime la discontinuité de la composante normale du déplacement électrique. Alors on adopte la même démarche pour ces équations de Maxwell que dans le vide. Donc on obtient ici, à partir de Maxwell-Gauss et de Maxwell-Ampère, les équations de continuité. Donc ici, bon, j'ai représenté la surface de séparation quelconque ici entre les deux milieux 1 et 2, avec éventuellement une densité de charge sigma, donc la surface élémentaire ds. Vous avez la normale ici orientée du milieu 1 vers le milieu 2, N12, au point M, et vous avez le déplacement de chaque côté de la surface de séparation. Donc la même chose en bas pour la surface parcourue éventuellement par une densité de courant surfacique JS. Et on a les excitations magnétiques H1 et H2 de part et d'autre de la surface de séparation. Donc, on a la discontinuité de la composante normale de D, dn2 moins dn1 est égal à sigma n12. Et la discontinuité de la composante tangentielle de H, ht2 moins ht1 est égal à js vectoriel n12. Donc, la discontinuité de la composante normale de D est obtenue par l'application du théorème de Gauss, et la discontinuité de la composante tangentielle de H est obtenue par l'application du théorème d'Ampère généralisé. Circulation de H sur un contour fermé est égale à l'intensité des courants libres enlacés plus la variation du flux de D par rapport au temps. Donc, ces deux relations, donc ici, on va l'appliquer pour H. Donc, on applique ici le théorème d'Ampère à un contour rectangulaire ABCD. Et éventuellement, on applique ici la conservation du flux de B à une surface cylindrique d'axe perpendiculaire au plan. Donc, comme on a fait pour tout à l'heure pour le déplacement électrique, on l'applique aussi sur H, ou bien sur B plutôt, et on obtient la continuité de la composante normale de B. Donc, la continuité de la composante normale de B s'exprime ici en fonction de H. Donc, vous avez B de N, c'est-à-dire mu2 HN2, et B1N, c'est mu1 HN1. Donc, vous avez égalité ici, mu2 HN2 est égal à mu1 HN1. Donc, ça, c'est la continuité de la composante normale de B. Et on a la discontinuité de la composante tangentielle de H. Donc, on applique ici
Donc, le théorème d'Ampère, donc vous allez exprimer aussi, comme tout à l'heure, pour le champ électrique, la circulation de l'excitation H sur ce contour rectangulaire. Donc, on obtient ici la discontinuité de la composante tangentielle HT2 moins HT1 est égal à JS libre vectoriel N12. Donc, N12 ici, comme vous voyez, est dirigé suivant l'axe Z, hein, donc suivant UZ, pour le N12, le normal, du milieu 1 vers le milieu 2. Et JS, il est dans le plan XY. La même chose, donc H tend vers 0. Donc vous avez les circulations sur DA et BC qui tendent vers 0. Il vous reste les circulations sur les portions AB et CD qui sont égaux. Et vous obtenez ici la discontinuité. D'après. Donc le I enlacé ici, bien entendu, c'est le flux de J à travers le contour ABCD. Donc ce qui donne ici, après simplification par AB de JS. JS libre ici, c'est-à-dire JS, c'est une composante de JS, donc vectoriel N12, c'est-à-dire vectoriel UZ dans ce cas. Donc on représente ici sur la figure les composantes tangentielles et les composantes normales. Donc, je reprends les équations de continuité. Donc, on a la continuité de la composante tangentielle du champ électrique, ET1 est égal à ET2. La continuité de la composante normale du champ magnétique, BN1 est égal à BN2. Ensuite, la discontinuité de la composante normale du déplacement électrique D, DN2 moins DN1 est égal à sigma N2. Et la discontinuité de la composante tangentielle de l'excitation H, HT2 moins HT1, est égal à JS vectoriel N1. Alors, si on n'a pas de charge ni de courant en surface, donc en l'absence de charge et de courant, les équations de continuité s'expriment ainsi. Continuité de la composante tangentielle du champ électrique, continuité de la composante normale du champ magnétique, continuité de la composante normale du déplacement électrique, et continuité de la composante tangentielle de l'excitation H. Donc, si vous avez une surface où il n'y a pas de charge, il n'y a pas de courant qui sépare les deux milieux, donc vous avez continuité de les composantes tangentielles pour champ électrique et l'excitation H et normale pour le champ magnétique et le déplacement électrique. On passe maintenant à un troisième paragraphe. Conductivité des matériaux conducteurs. Loi d'Ohm locale. La plupart des milieux conducteurs sont caractérisés par une relation de proportionnalité entre le champ électrique et la densité volumique de courant, J. On emploie bien entendu. Donc cette relation, on l'exprime par J égale à gamma E. Donc c'est ce qu'on appelle ici la loi d'Ohm locale.
gamma est la conductivité électrique. Petit b, la loi de Joule. Alors, on considère les charges mobiles du conducteur. Alors, en présence de champs électromagnétiques, ces charges mobiles reçoivent de l'énergie électromagnétique. Cette énergie est ensuite dissipée en chaleur au sein du conducteur. Suite au choc et aux interactions entre porteurs de charge mobile et charge fixe. Donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc lorsque vous avez une intensité de courant qui traverse un milieu conducteur, vous avez ce phénomène qu'on appelle l'effet Joule. Donc dissipation d'énergie calorifique due au mouvement de charge électrique mobile. Alors, sachant que la densité de courant J est proportionnelle au champ électrique, J égale à gamma E, on peut exprimer la puissance cédée par le champ électromagnétique aux charges mobiles contenues dans un volume élémentaire du tout. Alors, dans ce cas, donc, la puissance cédée qu'on note par dp est égale à J scalaire E fois l'élément de volume du tout. Si on remplace J par gamma E, on obtient gamma E carré du tout. Ou bien, si on remplace E par J sur gamma, on obtient J carré sur gamma du tout. Alors, on va essayer quand même de voir comment on obtient cette puissance, cette expression de puissance en fonction de la densité de courant et du champ électrique. Donc, quatrièmement, énergie électromagnétique. Petit a, puissance fournie par un champ électromagnétique à des porteurs de charge. On considère une charge libre QI de vitesse VI qui est soumise à un champ électromagnétique EB. Cette charge subit la force de Lorentz FI qui est égale à la charge QI multipliée par le champ électrique plus, donc ça c'est la force électrique, plus la charge multipliée par la vitesse de la charge vectorielle B. La puissance donc appliquée à cette charge s'exprime ainsi, donc la puissance P indice I ici, c'est égal à la force multipliée par la vitesse. Donc Fi scalaire Vi. Donc dans ce cas, lorsqu'on fait le produit scalaire entre la force de Lorentz et la vitesse, bien entendu, on a normalement deux termes, mais on voit bien que le second terme, il est perpendiculaire à VI, puisque vous avez VI vectoriel B. Donc lorsqu'on fait le produit scalaire avec VI, donc ce deuxième terme, il disparaît. Donc il nous reste QI, E scalaire VI.
Alors maintenant, si on regarde dans un volume élémentaire de tout qui contient dNi charge, la puissance fournie au porteur de charge, donc c'est la puissance fournie à une charge multipliée par le nombre de charges. Donc c'est-à-dire ici QI scalaire E multiplié par dNi. Éventuellement, si vous avez plusieurs types de charges, vous avez somme sur les différents types de charges. I. Alors, on peut exprimer donc cette puissance avec la densité de charge Ni, qui est égale à dNi sur d taux, donc la densité de charge de type I. Alors, si on fait intervenir la densité volumique de charge, ρI égale à NIQI, on obtient donc pour cette puissance dP égale à la somme sur I de ρI VI scalaire E d taux. Or, le produit, la densité volumique de charge ρ par la vitesse est égal à la densité de courant J. Donc, la densité de courant libre, J libre. Donc, la puissance dP est égale à J libre scalaire E d taux. On exprime la puissance volumique, c'est-à-dire par unité de volume, dP sur d taux. Elle serait égale donc au produit scalaire J libre scalaire E. Donc, c'est une puissance qui s'exprime en watts par mètre cube. Donc, comme ça, on a montré comment on exprime la puissance fournie par le champ électromagnétique à des porteurs de charge. Donc, c'est une puissance volumique qui s'exprime par le produit scalaire entre la densité de courant des charges libres, J libre, fois le champ électrique E. Bilan d'énergie, équation de Poynting, petit b. Alors, pour le champ électromagnétique, donc il est créé par la distribution des charges et du courant libre, donc à travers leur densité de charge ρ libre et la densité de courant J libre. Alors, si on exprime l'équation de Maxwell-Ampère, rotationnel de B est égal à mu fois J libre plus epsilon dE sur dt. Donc, cette équation, elle permet d'en tirer l'expression de la densité de courant des charges libres. Donc, J libre est égal à rotationnel de B moins epsilon mu dE sur dt divisé par mu. Ensuite, on exprime donc la puissance volumique. La puissance volumique, on l'a vu tout à l'heure, c'est le produit scalaire entre la densité de courant de charge libre, J libre, multiplié par le champ électrique. Donc, dans ce cas, si on remplace J libre par son expression, on va obtenir donc le produit scalaire rotationnel de B moins epsilon mu d sur dt
multiplié par le champ électrique E divisé par mu. Donc, en développant ici, on obtient deux termes. Donc, premier terme, c'est rotationnel de B scalaire E divisé par mu, moins epsilon, d sur dt scalaire E. Alors, de l'autre côté, si on développe divergence de E vectoriel B, on obtient B scalaire rotationnel de E moins E scalaire rotationnel de B. Alors, on tire ici le terme dont on a besoin, c'est-à-dire E scalaire rotationnel de B, qui serait égal à B rotationnel de E, moins divergence de E vectoriel B. On va le remplacer dans l'expression, dans l'équation précédente. Donc, pour obtenir ici, donc, cette puissance volumique J scalaire E, donc elle serait égale à moins divergence de E vectoriel B sur mu, plus 1 sur mu, B scalaire rotationnel de E, moins, alors, l'autre terme ici, epsilon d sur dt scalaire E, on a fait rentrer le epsilon E à l'intérieur de la dérivée partielle par rapport au temps, donc ce qui donne epsilon E carré sur 2. Ensuite, on va utiliser donc l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Donc, si je reprends ici, donc 10 scalaire E est égal à moins divergence de E vectoriel B sur mu, moins 1 sur mu B scalaire dB sur dt, moins 10 sur dt epsilon E carré sur 2. Donc, le deuxième terme ici, on a remplacé donc rotationnel de E par moins dB sur dt. Ensuite, le B, donc on le fait, le B sur mu, on le fait rentrer à l'intérieur de la dérivée partielle par rapport au temps, et on factorise par rapport à la distribution de la dérivée par rapport au temps, pour obtenir donc dans le second terme, moins 10 sur dt, epsilon E carré sur 2, plus B carré sur 2 mu. Alors, on définit le vecteur de Poynting qui est égal à E vectoriel B sur mu. Donc, on va le noter par pi. Donc, pi est égal à E vectoriel B sur mu. Ou bien E vectoriel H, puisque H est égal à B sur mu. Ensuite, on définit aussi, bien on redéfinit ici la densité d'énergie électromagnétique, notée par petit u, qui est égal à epsilon E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu. Finalement, donc, l'équation de Poynting s'exprime ainsi: du sur dt plus divergence de pi égale à moins j scalaire E, c'est-à-dire moins la puissance volumique dp sur dt. Donc, cette équation de Poynting est une équation de bilan d'énergie en un point. Donc, une équation très importante à retenir ici lorsqu'il s'agit de faire le bilan d'énergie
dans un volume, donc le bilan d'énergie électromagnétique en un point ou bien dans un volume donné. Donc, on va essayer d'intégrer cette équation pour obtenir donc le bilan d'énergie dans un volume fini. Donc, on intègre ici sur un volume V, donc qui est limité par une surface fermée grand S. Donc, on obtient ici cette équation intégrale. Donc, l'intégrale trouble sur le volume V, du sur dt des taux, plus l'intégrale triple sur le volume V, divergence de pi des taux, qui est égale à moins l'intégrale triple sur le même volume V, J moins J scalaire E des taux. Donc, ensuite, on va utiliser le théorème d'Ostrogradski, le théorème de la divergence, pour transformer l'intégrale triple sur le volume V de divergence de pi des taux en intégrale double. Donc l'intégrale double ici, c'est l'intégrale sur la surface fermée S de pi scalaire ds. Donc ainsi, donc pour le premier terme, donc on peut changer donc la dérivée par rapport au temps avant l'intégration, donc toujours pour, c'est valable toujours pour des fonctions continues, dérivables. Donc ici U, donc ça ne pose pas de problème. Donc on obtient la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur le volume V de la densité d'énergie U des taux. Alors cette intégrale sur le volume V de la densité d'énergie, c'est l'énergie électromagnétique qu'on note ici par grand U, U électromagnétique. Donc on va avoir la dérivée par rapport au temps de l'énergie électromagnétique U dans le volume V, qui est égal à moins le flux du vecteur de Poynting à travers la surface fermée S, moins la puissance, donc la puissance fournie au porteur de charge. Donc ici, on note grand U EM, indice EM, l'énergie électromagnétique contenue dans le volume V. Donc ce résultat ici, il nous indique que le flux du vecteur de Poynting à travers une surface S donc, est égal à la puissance électromagnétique transportée à travers cette surface. Donc la puissance, comme vous voyez ici, donc du sur dt, c'est une puissance. Cinquièmement, l'aspect microscopique des diélectriques. Petit 1, modèle de l'électron élastiquement lié. Alors dans cette partie, il s'agit de mettre en évidence le phénomène d'absorption de l'onde électromagnétique en considérant l'effet d'une onde électromagnétique sur les électrons d'un ensemble d'atomes.
dans un milieu matériel peu dense, un atome subit le champ d'une onde électromagnétique. Donc, il subit l'effet du champ d'une onde électromagnétique. Alors, si on exprime le champ local, donc si E0 est le champ de l'onde électromagnétique, le champ local électrique, noté E alias L, est égal à la somme du champ fourni par l'onde électromagnétique plus du champ induit par la polarisation. Donc, la polarisation éventuelle qui va prendre naissance et qui est égale à P sur 3 epsilon 0. Alors, ce champ local est uniforme si la longueur d'onde est supérieure à 100 picomètres ou bien si la pulsation, ou bien la fréquence, est inférieure à 10 puissance 18 Hz. Alors, si le champ local est faible, la polarisation sera caractérisée au niveau microscopique par une relation linéaire entre le moment dipolaire élémentaire petit p et le champ local. Donc, ça se met sous la forme d'une relation de proportionnalité P égale à alpha epsilon 0 EL. Bien sûr, alpha ici, c'est la polarisabilité, c'est un facteur de proportionnalité entre le moment dipolaire et le champ électrique local. Alors, cette action du champ électromagnétique produit par une onde électromagnétique au sein d'un matériau provoque la mise en mouvement des porteurs de charge. Alors, dans cette partie de cours, on va s'intéresser à la conséquence directe de ces déplacements de charge, c'est-à-dire à l'apparition des moments dipolaires au niveau électronique, atomique ou bien moléculaire. Donc, dans un premier temps, nous allons considérer le mouvement des électrons. À partir des comportements que nous avons présentés comme étant ceux des charges constituant un milieu matériel, soumis à un champ électrique, il est possible d'interpréter les effets macroscopiques d'un champ électrique sur la matière, tels que l'apparition d'une susceptibilité électrique. On peut ensuite en déduire la constante diélectrique, qui est l'un des paramètres les plus couramment utilisés pour définir les propriétés électriques d'un milieu. Il est important de pouvoir relier analytiquement les grandeurs macroscopiques et microscopiques d'un milieu.
Alors, dans un premier temps, nous allons considérer le mouvement des électrons. Donc, si on regarde les forces qui sont appliquées sur l'électron, on a la force électrique, symbolisée ici par F indice E, est égale à la charge Q fois le champ électrique E. Donc, la charge électronique ici étant négative, donc moins E fois grand E, petit e étant la charge élémentaire, 1,6, 10-19 coulombs. Ensuite, on a la force exercée par le noyau sur l'électron et qui est modélisée par une force de rappel. Donc, on l'exprime ici par la force de rappel, F indice petit r est égal à moins KR. Petit r étant le rayon vecteur. Petit k, une constante d'élasticité. Ensuite, on a une force qui est due à l'interaction entre cet électron et les autres électrons et les autres particules. Donc, on considère aussi une force dissipative représentée par la force F indice petit h qui est égale à moins hv, c'est-à-dire une force qui est proportionnelle à la vitesse et opposée à la vitesse de la charge. Donc, on définit ici petit h un coefficient dissipatif, v la vitesse de l'électron. Ensuite, donc, on applique le principe fondamental de la dynamique. Donc, la masse fois l'accélération de la charge, m d2r sur dt2, est égale à la somme des forces. Donc, la force électrique moins petit e fois grand E, moins kr, moins h dr sur dt. Alors, par la suite, il va falloir donc résoudre cette équation en considérant le champ électrique généré par une onde électromagnétique. Donc, deuxièmement, on va considérer le régime sinusoïdal permanent. Alors, pour simplifier l'étude, bien entendu, on va se mettre dans le régime sinusoïdal. Donc, en régime sinusoïdal permanent, le champ électrique qui peut s'exprimer ainsi, en fonction de la résistance petit r et du temps petit t, est égal à l'amplitude E0 de R fois exponentielle moins I oméga t. Bien entendu, ici, oméga est la pulsation de l'onde, petit i le nombre imaginaire pur. Donc, c'est une notation complexe du champ électrique. Alors, la solution recherchée va être du type, en régime permanent, bien entendu, donc du même type que l'excitation. Petit r égale à R0 exponentielle moins I oméga t. Donc, on va l'appliquer à l'équation différentielle du premier ordre, du second ordre, pardon. M d2r sur dt2 plus hdr sur dt. Donc, ça, c'est la vitesse v, qui est égale à dr sur dt, plus kr est égal à moins, donc la force électrique, moins la charge électronique, E fois le champ électrique E.
Donc, on obtient la solution de l'équation différentielle de mouvement en remplaçant petit r par son expression, en faisant le calcul de la dérivée première et la dérivée seconde. Donc, la dérivée première donne la multiplication par moins i oméga, et la dérivée seconde, ça donne la multiplication par moins oméga carré. Donc, on obtient l'équation suivante. Mi carré oméga carré petit r moins hi oméga r plus kr est égal moins petit e fois grand E. En mettant un facteur petit r, on obtient donc petit r égale moins E sur m multiplié par le champ électrique divisé par oméga 0 carré moins oméga carré moins 2i oméga bêta. Donc, bien entendu, ici, on a remplacé k sur m en mettant petit m en facteur. Donc, k sur m a été remplacé par oméga 0 carré et h sur m est remplacé par bêta. Bien, h sur 2m est remplacé par bêta. Oméga 0, c'est la pulsation propre de l'électron. Donc ici, on peut considérer que c'est un oscillateur harmonique idéal. Cette pulsation propre, elle est de l'ordre de 10 puissance 16 radians par seconde dans le domaine UV, alors que bêta, elle est de l'ordre de 10 puissance 8 radians par seconde. Donc, on est ici dans le cas de la polarisation électronique. Troisièmement, permittivité électrique, indice complexe. Le vecteur polarisation. Donc, on rappelle ici le vecteur polarisation, P, qui est égal à la somme des moments dipolaires de chaque dipôle, c'est-à-dire la somme des NI QI petit RI. Donc, cette expression, on l'a vue au premier chapitre sur la polarisation des milieux matériels. Alors, on considère ici la polarisation seulement sur les électrons de charge QI est égal à moins E et avec un nombre de charges NI est égal à grand R. Donc, lorsque nous sommes dans un milieu linéaire, donc LHI, la polarisation s'exprime en fonction du champ électrique. P est égal à epsilon 0, xi fois E. Mais aussi, donc la polarisation, c'est aussi NE fois petit r, avec un signe moins pour la charge. Donc, si on exprime l'égalité de polarisation entre moins NER, qui est égal à epsilon 0 xi fois E,
pour les milieux linéaires homogènes isotropes, on obtient ainsi l'expression de petit a. Donc l'expression de petit r qu'on a déjà vue tout à l'heure en résolvant l'équation différentielle du mouvement est égale à moins E sur M, E sur oméga 0 carré moins oméga carré moins 2i oméga bêta. Ce qui permet d'obtenir la permittivité électrique xi à travers donc cette relation epsilon r est égal à 1 plus xi. Xi, donc, il est déduit à partir de cette relation. Donc, le xi est égal à NER sur epsilon 0E. Donc, nous avons une simplification par le champ électrique. Et on obtient NE carré sur M epsilon 0, 1 sur oméga 0 carré moins oméga carré moins 2i oméga bêta. On définit ainsi l'indice complexe petit n. Donc l'indice de réfraction est défini par le rapport entre la célérité de l'onde dans le vide, petit c, divisé par la vitesse de l'onde dans le milieu. Alors, donc, nous avons une relation entre la vitesse de l'onde dans le milieu, les constantes diélectriques epsilon et mu, par la relation epsilon mu v carré est égal à 1, et dans le vide, cette relation se met sous la forme epsilon 0 mu 0 c carré est égal à 1. Donc ce sont des relations en réalité qui ont permis de définir ces permittivités dans le vide, epsilon 0 mu 0, et dans le milieu, epsilon mu. Avec donc ces relations, en faisant le rapport c carré sur v carré, et en simplifiant par epsilon 0 mu 0, dans le cas où mu r est égal à 1, vous avez un milieu qui n'est pas aimanté, donc on obtient l'indice n au carré, qui est égal à c carré sur v carré, est égal à epsilon r seulement. Donc, dans le domaine optique, donc, dans les milieux non aimantés, on obtient l'expression de l'indice qui est un indice complexe, n carré, est égal à la permittivité électrique complexe aussi, epsilon r, qui peut se mettre sous la forme epsilon prime r plus i epsilon seconde r. Donc, si on déduit l'indice complexe du milieu, c'est racine carrée de epsilon r, ou bien epsilon prime r plus i epsilon seconde r, le tout sous la racine carrée. Bon, alors je vais arrêter la séance, la première séance maintenant. Donc je vais arrêter le partage.